merci à vous tous d'être ici. Je voudrais tout d'abord, donc je suis André Gattolin, je suis sénateur écologiste des Hauts-de-Seine. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir une nouvelle fois invité à vos côtés. Ce n'est pas la première fois que je manifeste aux côtés des démocrates iraniens et des défenseurs des libertés démocratiques, civiles, des droits humains dans ce pays. Ce n'est pas la première fois parce que j'ai eu le plaisir l'an passé, je crois que c'était le 12 mars dernier, on n'était pas place du Châtelet mais place Saint-Michel, de participer à la mobilisation et le rassemblement de soutien en faveur de l'avocate Nasrin Sotoudeh et de ses compagnons de route. Et il faut le dire, si notre mobilisation ici en France, mais aussi à l'échelle internationale, mais également parmi la population iranienne, a permis à Nasrin de recouvrer ses droits d'exercer son métier d'avocate, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que la situation des droits humains et des libertés civiles font toujours l'objet de signalements particulièrement inquiétants et dramatiques, tant des organisations chargées des droits de l'homme au sein des Nations Unies, que des grandes ONG comme Amnesty International ou des ONG anglophones comme Human Rights Watch ou encore Reporters sans frontières qui très récemment a pointé la répression, l'impossibilité rendue chaque jour plus grande aux journalistes de pouvoir travailler en Iran. Alors je disais que ce n'est pas la première fois que je manifestais à vos côtés, mais j'ai bien peur aussi malheureusement que ce ne soit pas la dernière. Vous pouvez bien sûr compter sur moi, mais la situation, même s'il y a des avancées, comme on a pu le voir dans certains cas, quand il y a une très forte mobilisation internationale, les choses n'avancent pas vite. Et malgré les discours régulièrement prononcés par le président Rouhani, les choses en réalité ne changent pas. Et lorsque des situations particulières évoluent, c'est surtout grâce à la mobilisation de ce que j'appelle la merveilleuse contre-société civile iranienne et qui résiste depuis des décennies au pouvoir des mollahs en Iran, et aussi parce que l'opinion internationale, sa presse, mais aussi ses personnalités politiques, ses associations se mobilisent. Et cela pèse particulièrement et peut peser face à un pouvoir aujourd'hui en place à Téhéran, très soucieux de sa réintégration dans le concert des nations. Alors, on l'a vu récemment, l'accord sur le nucléaire, je dirais d'une certaine manière, à la fois avec une avancée, on ne peut que se satisfaire que les embargos, parce que moi je suis un fervent défenseur des droits, mais je sais très bien que les embargos et tout ce type de répression, c'est d'abord la population civile qui en souffre, et souvent ça renforce les dictateurs ou les pouvoirs autoritaires qui sont au pouvoir, parce qu'ils disent, regardez à l'étranger comment ils sont violents avec nous et c'est vous qui en payez les conséquences. Alors, hier, je faisais une petite recherche sur Internet, sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères et du développement international français, à propos de l'Iran. Et j'ai découvert une analyse que la diplomatie française faisait de la situation iranienne en octobre 2014, c'est-à-dire il y a un an et demi, et je souhaite ici vous citer les passages les plus saillants de cette analyse. Je cite, « La situation des droits de l'homme depuis 2009 a connu une dégradation importante. Dans le prolongement de la répression exercée contre le mouvement vert, né de la contestation de l'élection du président Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009, la liberté d'expression, d'association et de réunion connaissent toujours d'importantes restrictions. De nombreux activistes politiques ainsi que des défenseurs des droits de l'homme, notamment ceux issus de l'ex-centre pour la défense des droits de l'homme fondé par la lauréate du prix Nobel 2003 Shirin Ebadi, sont emprisonnés. Je cite toujours, les membres des minorités ethniques, notamment kurdes, ahwazis et religieuses, font face à des discriminations sociales importantes qui vous ont été rappelées à l'instant. Le nombre des exécutions capitales est préoccupant. L'Iran figure aujourd'hui au premier rang mondial des exécutions par habitant. La pratique des exécutions publiques, qui représente 10 à 20% des exécutions, s'inscrit dans la politique d'intimidation menée par le régime. C'est le site français du ministère des Affaires étrangères que je cite là.
Je continue. Néanmoins, l'arrivée au pouvoir de Hassan Rouhani, dont la campagne a été centrée sur l'amélioration de la situation des libertés fondamentales, permet à la société civile d'espérer une amélioration de la situation. Si depuis son élection, M. Rouhani s'est montré critique à l'égard des restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, son discours ne s'est pas encore traduit par des actes concrets. Fin de citation. Eh bien, nous en sommes là. Et aujourd'hui, ce dimanche 24 janvier 2016, à quelques jours de la visite officielle du président Rouhani à Paris, nous attendons encore et toujours ces actes concrets. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a annoncé hier la signature d'un contrat avec la France, en réalité c'est avec l'Europe, de 114 avions Airbus, mais on a rajouté discrètement en début d'après-midi, si vous avez écouté la radio, qu'il y a aussi une centaine de Boeing qui sont achetés pour renouveler la flotte iranienne. Et qu'en fait, la France se trouve dans une situation compliquée, mais où notre diplomatie reproduit, à mon sens, les mêmes réflexes et les mêmes erreurs au regard de nos valeurs fondamentales. Depuis 3 ou 4 ans, la diplomatie française n'est devenue qu'une diplomatie économique. Son ministre, M. Laurent Fabius, qui va prochainement quitter le gouvernement, d'ailleurs a dit que sa priorité en public était la diplomatie économique. Et nous avons tendance aujourd'hui à penser les relations avec les autres pays, et notamment avec des États autoritaires, non démocratiques, dictatoriaux, simplement sous l'angle de « êtes-vous riche, allez-vous nous acheter des avions, des centrales nucléaires, des hélicoptères ou pas ?» Et, premier élément, on vise à éteindre à terre toutes les revendications concernant les libertés civiles, les principes démocratiques que nous sommes en droit d'exiger au nom de la communauté internationale vis-à-vis de ces pays. Et puis deuxième élément, qui est plus récent, qui date d'un peu plus d'un an, l'explosion, je dirais, du terrorisme djihadiste et notamment de Daesh, fait que tout est aussi subordonné à côté de la condition économique à la participation et au soutien plus ou moins formel de tel ou tel État vis-à-vis de Daesh. Et effectivement, l'Iran aujourd'hui a un beau jeu, puisque à la fois, après l'accord sur le nucléaire, sa volonté de renforcer le commerce en choisissant bien d'ailleurs ses fournisseurs, parce que quand on choisit la France et les États-Unis, c'est les deux pays qui avaient été sans doute les plus critiques sur le développement de l'industrie nucléaire en Iran, eh bien, on achète une tranquillité en même temps qu'on garantit qu'on est aux côtés des Français et des Alliés dans la lutte contre le terrorisme de Daesh, sans se préoccuper par ailleurs de ce que l'Iran a fait, continue à faire dans son pays et pourrait encore faire demain. Et ça, j'appelle ça la sinisation des relations internationales de la France. Parce que nous avons exactement la même attitude vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, il est impossible de défendre sérieusement les libertés civiles en Chine. Et quand on demande aux autorités diplomatiques françaises, quand il y a une visite du président de la République française ou de son Premier ministre, ou quand on reçoit le président chinois ou le président iranien, on dit bien, on demande à ce que vous parliez de la situation du droit de l'homme, que vous portiez tel ou tel sujet devant la scène. On dit oui, on est reçu par un fonctionnaire du ministère qui prend les dossiers, et puis quand on revient après la visite, on dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on en a parlé. Ah bon, vous en avez parlé? Et quelle a été la réaction? Ah bah rien. Et vous avez relancé? Ah bah non, parce qu'il y avait des contrats à signer, et puis on avait besoin de leur soutien sur la lutte internationale contre le terrorisme. Et je dis, c'est une politique qui peut se comprendre. Nous avons à faire du commerce. Et la question des droits de l'homme ne s'oppose pas à la réalité, aux besoins commerciaux. Mais l'un ne vont pas sans l'autre. Et effacer la question primordiale de la défense des libertés, ça conduit à une situation régressive. Je donne un exemple. Il y a quelques semaines, fin décembre, c'est le cas de la Chine, mais une journaliste française, correspondante internationale du Nouvel Observateur, Ursula Gauthier, a été expulsée de Chine, mais vraiment sans possibilité de recours, par les autorités chinoises, après une odieuse campagne où elle a même reçu par mail des menaces de mort quand elle était en Chine, parce qu'elle a eu le malheur de parler de la situation du peuple ouïghour, donc du Turkestan oriental, qui est aujourd'hui colonisé. C'est une réalité complètement en voie d'assimilation forcée à la population dominante Han,
elle a eu le malheur de parler de ça dans la presse française. C'est-à-dire que ces pays, grâce à leur influence économique, grâce à l'influence internationale qu'ils acquièrent en revenant sur la scène, non seulement ne censurent plus que, entre guillemets, la presse et la liberté d'opinion dans leur pays, mais visent à censurer et à empêcher l'information dans les pays démocratiques. Et un régime qui se prétend démocratique, comme la France, et qui a la tradition des droits de l'homme, qui accepte cette situation, c'est inadmissible. Je l'ai dit devant, j'ai posé ma question au gouvernement il y a une semaine à propos du cas d'Ursula Gauthier. Le ministre Laurent Fabius était en déplacement, donc c'est un autre ministre qui m'a répondu. J'ai demandé, est-ce que vous condamnez fermement cette expulsion? On m'a dit, nous la regrettons profondément. Je suis désolé, en langage diplomatique, on peut regretter tout ce qu'on veut. Condamner est une chose, et le condamner, c'est pas, ça ne suffit pas de dire nous avons appelé, nous avons parlé avec l'ambassadeur, avec les autorités. On convoque l'ambassadeur à Paris dans ces situations pour lui faire savoir les choses clairement et diplomatiquement. Et à la suite de mon intervention, où j'ai fait un peu la leçon au ministre, je dis, et je conclurai là-dessus, le président Larcher, qui est président du Sénat, président républicain, est venu me voir et me féliciter pour ma défense des droits de l'homme. Il m'a dit, la semaine prochaine, je reçois au Sénat, je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi, le président Rouhani. Mais il dit, si tu veux, je te garantis, et je te le dis, je n'ai pas peur, je parlerai de la situation des libertés et des droits de l'homme. Alors je vous conseille, écrivez au président du Sénat, dites-lui, insistez sur des cas, parce qu'il a pris cet engagement auprès de moi. J'ai confiance dans sa capacité, parce que c'est quelqu'un, et nous ne sommes pas du même bord politique, mais nous avons beaucoup d'estime réciproque. Le fait qu'il soit venu me dire qu'il parlerait au président Rouhani de la situation des libertés et des droits, eh bien c'est peut-être l'occasion, si le gouvernement français et si le président de la République ne le fait pas, en tous les cas, qu'un haut personnage de l'État, le deuxième personnage de l'État, le fasse. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, je vous remercie et je serai encore à vos côtés quand vous aurez besoin de moi.